Alors j'ai envie de répondre oui et non. Le problème c'est que oui, elle est théoriquement obligatoire, mais non, il n'y a pas de sanction. Autrement dit, vous ne risquez rien de ne pas l'appliquer, mais comme c'est une question de sécurité, autant le faire, surtout que c'est assez simple. Sur la quarantaine de départements qui sont concernés, il vous suffit soit d'avoir des pneus toute saison qui sont homologués hiver, soit, et c'est même encore plus simple, d'avoir une paire de chaînes ou de chaussettes dans le coffre. C'est pas très cher les chaussettes et ça peut vraiment vous sauver la mise si sur un département qui n'est pas montagnard, allez un petit coup de Massif Central par hasard, dans le Puy-de-Dôme, vous vous retrouvez un jour sur un col où il y a de la neige, vous n'aviez pas prévu, les chaussettes peuvent vraiment vous sauver la mise. Ce passage à 50 km/h du périph', on pourrait croire que ça ne concerne que les Parisiens, en fait c'est pas du tout le cas. Déjà ça concerne plutôt les Franciliens, soit à peu près 13 millions de personnes sur les 70 qu'en compte la France. Et puis surtout, ça vous concerne vous tous. Si vous allez du sud jusqu'au nord, vous allez de Montpellier à Lille, vous allez passer sur le périph' parisien. Ne serait-ce que sur un quart à peu près de cet axe. Après avoir roulé des heures et des heures à 130 km/h, vous allez vous retrouver, si vous roulez la nuit sur un axe désert avec 4 voies, où il faudra tenir un 50 km/h. Bon courage à vous, surtout qu'il est truffé de cabines radar. Alors on a vu cet exemple d'un article qui était sorti du journal Autoplus sur lequel ça a beaucoup fait parler sur le réseau Facebook. Certains disaient oui mais c'est normal, il a fait beaucoup de villes, ça s'use beaucoup plus. Oui c'est vrai. D'un autre côté, les automobilistes ont des droits. Et un embrayage, ça doit faire minimum 150 000 km, sinon on a le droit de demander réparation. Et puis surtout, dans l'exemple de notre lecteur, il y avait aussi le volant moteur qui avait lâché. Et ça, un volant moteur, c'est 200 000 km. Quelle que soit la marque de votre voiture et quelles que soient les conditions d'utilisation. Vous l'utilisez qu'en ville, très bien. Eh bien, il s'usera plus vite, mais il doit faire au moins 150 000 km et 200 000 km pour le volant moteur. Si ça vous arrive dans les 2 ou 3 ans après l'achat de votre voiture, vous devez demander une participation de la part du constructeur. Nous ne sommes pas fous, on sait très bien qu'un Peugeot 2008, c'est la version SUV de la 208. Néanmoins, sur le terrain, et c'est ça qui nous intéresse, se mettre à la place du conducteur, on se rend compte que les automobilistes hésitent plus entre une berline compacte et un SUV citadin. C'est la même chose pour le Captur et la Mégane chez Renault, c'est la même chose pour le T-Roc et la Golf chez Volkswagen. Et ça se retrouve surtout dans les chiffres de vente, ça nous donne raison puisqu'on se rend compte que depuis l'avènement de ces SUV citadins, eh bien, les berlines compactes, Golf, Mégane, C4, 308, ont fait un plongeon phénoménal, simplement parce que les acheteurs les remplacent par ces petits SUV citadins. Alors malheureusement, on aimerait faire des comparatifs de Ludospace, de Berlingo, de Kangoo, etc. Mais cette catégorie est morte, autant vous le dire. Tous les constructeurs, les rares qui sont encore présents sur ce segment, les ont remplacés par des versions électriques. Et bah étonnamment, un Berlingo à 40 000 € qui a 100 km d'autonomie, ça se vend pas trop. Il y a encore peu de temps, la version du partenaire qui s'appelle maintenant le Rifter se vendait à peu près à 5 000, 6 000 exemplaires par an. On est tombé à moins de 400. Et ouais, tout simplement, c'est devenu trop cher, électrique, pas pratique. Donc on ne peut plus faire de comparo du neuf. En revanche, on en parle beaucoup dans notre rubrique au casse parce que ce sont devenus des perles rares que tout le monde s'arrache. Alors dans l'exemple de BMW, c'est un petit peu facile. Il s'agit d'un énorme SUV sur lequel ils ont collé une deuxième grosse batterie. Et vous le disiez justement dans vos commentaires sur Facebook, à ce compte-là, on peut imaginer une batterie dans un coffre de toit, une batterie sur une remorque, on peut en faire tenter plus, mais ce n'est pas le but. Là, l'histoire maintenant, c'est de réussir à faire des recharges beaucoup plus rapides et à ce que les chiffres qu'on nous annonce de 40 minutes, 30 minutes de recharge soient vraiment applicables avec des bornes qui sont très puissantes. Là, on n'est plus sur la guerre de l'autonomie, il faut se le dire. Tant qu'on sera à la technologie lithium-ion pour les batteries, une autonomie de 600 km, c'est déjà pas mal du tout et ça concerne déjà une grosse voiture. La réponse est oui, la 4L va être commercialisée par Renault. C'est pas tout de suite. Concrètement, il va falloir attendre la fin de l'année 2024 pour voir la version de série. Ça sera plutôt en mode SUV, plutôt au-dessus de la future R5. Par contre, commercialisation, il faudra attendre 2025. La voiture aura, comme la future R5, un moteur électrique de 136 chevaux. Et elle sera a priori commercialisée un peu plus cher. Mais on l'attend vraiment parce que la bouille devrait être très fidèle au concept car. On pourrait croire effectivement que le nouveau système d'attribution du bonus, qui est concrètement maintenant réservé à peu près aux voitures qui sont produites en Europe, allait signer l'arrêt de mort des voitures chinoises. En fait, ils ont beaucoup de marge, simplement parce que les Chinois construisent
des voitures électriques depuis beaucoup plus longtemps, ils ont une avance de dingue, ils ont aussi des coûts de fabrication qui sont beaucoup plus faibles que les nôtres, et ils ont encore de la marge. Même s'ils ont des prix très bas, ils peuvent encore les remonter, ils seront toujours compétitifs, même sans ce fameux bonus. Alors oui, il y en a, tous les constructeurs déjà, il faut le savoir, qu'ils soient allemands, français, chacun défend sa chapelle, tous les constructeurs ont ou ont eu des problèmes de fiabilité, chacun a ses périodes mauvaises, d'autres ont des bonnes périodes, etc. Ça s'enchaîne. Et c'est vrai qu'il y a un constructeur, ou même plutôt une nationalité qui s'en sort mieux, ce sont les Japonais, plus particulièrement Toyota. Toyota à l'exception de l'époque où ils faisaient du diesel, Toyota Essence. Et puis maintenant, quasiment toute la gamme est hybride chez Toyota. C'est un système qu'ils maîtrisent depuis le début des années 2000, qui a été éprouvé pendant des dizaines d'années. Ce système-là, il craint quasiment plus rien sur une Prius. Tous les taxis les utilisent. C'est des moteurs qui sont indestructibles. Et c'est aussi pour ça que par rapport à des monstres de technologie que sont les derniers turbodiesel qui peuvent sortir, eh ben, ce système-là fonctionne et n'a pas de pépins.